Je m'appelle Théa, j'ai 34 ans. Il y a quelques semaines, je me suis réveillé dans une salle de réveil, avec une cicatrice de 15 cm dans le dos, et un rein en moins. Je n'avais pas eu d'accident. Il n'y avait pas de tumeur, rien qui nécessitait une opération. Quand j'ai demandé au médecin ce qui s'était passé, il m'a tendu un formulaire de consentement. La ligne réservée à la signature du patient était vide, mais celle marquée tuteur représentant légal portait la signature de ma mère. J'ai 34 ans. Je n'ai pas de tuteur. 2 heures plus tard, une détective est entrée dans ma chambre, et m'a posé une seule question, « Savez-vous où est passé votre rein ?» Je le savais. Il était à l'intérieur de mon frère, 2 étages en dessous de moi, dans le même hôpital. Avant de vous raconter comment j'ai atterri ici, prenez un instant pour liker et vous abonner. Mais seulement si vous voulez vraiment entendre cette histoire. Et si vous regardez, dites-moi d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui m'écoute. Maintenant, laissez-moi vous ramener 2 mois en arrière, au jour où mon frère a été diagnostiqué avec une insuffisance rénale terminale. Ma famille a toujours fonctionné selon une règle tacite, Marcus passe en premier. Mon père, Gerald Reynolds, a passé 35 ans à gérer une quincaillerie dans notre petite ville de Pennsylvanie avant de prendre sa retraite. C'est le genre d'homme qui croit que le monde a un sens, tant que chacun connaît sa place. Les hommes pourvoient aux besoins, les femmes soutiennent, et les fils. Les fils portent le nom de famille. Ma mère, Linda, n'a jamais travaillé un seul jour en dehors de la maison. Son identité entière tournait autour du fait d'être la femme de Gerald et la mère de Marcus. Remarquez que je n'ai pas dit « et la mère de Théa ». C'est parce que dans notre famille, j'ai toujours été une arrière-pensée, un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Marcus a 38 ans. Il est charmant quand il le veut, ce qui signifie généralement quand il a besoin de quelque chose. Au cours des 15 dernières années, il a occupé 6 emplois différents, aucun pendant plus de 2 ans. Chaque échec était accompagné d'une excuse, l'économie, les mauvais patrons, la malchance. Et à chaque fois, mes parents étaient là pour le rattraper. Moi, j'ai payé mes études d'infirmière, j'ai fait des doubles services pendant des années, j'ai économisé chaque centime jusqu'à pouvoir m'acheter mon propre appartement d'une chambre à Philadelphie. Rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. Mon diplôme d'infirmière est accroché au mur, à côté d'un poteau qui survit tant bien que mal malgré mon emploi du temps. À Thanksgiving dernier, je suis rentré à la maison avec la nouvelle de ma promotion en tant que superviseur des infirmières de bloc opératoire. J'étais fier. Pour une fois, je pensais qu'il le serait peut-être aussi. Mon père a levé les yeux de son assiette et a demandé, « Est-ce que Marcus vient cette année ?» C'était tout. C'était ça, ma célébration. Il y a une autre chose que vous devez savoir sur moi. Je suis la seule personne de ma famille avec du sang O négatif, donneur universel. Ma mère l'a mentionné une fois quand j'avais 17 ans. Une bonne chose que nous ayons Théa, a-t-elle dit. Elle peut donner du sang à n'importe qui. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque. J'aurais dû. 6 semaines avant que je ne perde mon rein, mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. C'était ma mère, et elle pleurait. Pas le genre de larmes douces qu'elle utilise quand elle veut de la sympathie. Celle-ci était réelle, brute. C'est Marcus, a-t-elle dit. Il est à l'hôpital. Ses reins lâchent. J'ai conduit 3 heures dans le noir pour y aller. Quelle que soit notre histoire, c'était quand même mon frère. Le diagnostic était brutal. Maladie rénale en phase terminale. Les 2 reins étaient essentiellement morts. La cause ? 15 ans de consommation excessive d'alcool. Le genre de consommation que mes parents avaient toujours minimisé, disant qu'il le décompressait juste ou qu'il passait par une phase. La phase avait détruit ses organes. Quand je suis entré dans sa chambre, Marcus avait l'air gris, plus petit d'une certaine manière, bien qu'il ait toujours été l'enfant chéri plus grand que nature. Des tubes le reliaient à une machine de dialyse, faisant le travail que son corps ne pouvait plus gérer. À son poignet, j'ai remarqué une Rolex et une fausse, je le savais, mais qui avait l'air cher. Un cadeau qu'il s'était fait avec l'argent que nos parents lui avaient prêté. Mon père se tenait au pied du lit, tel un général inspectant un champ de bataille. Les médecins disent qu'il a besoin d'une greffe dans les 3 mois, a-t-il dit, ou il ne s'en sortira pas. 3 mois. La liste d'attente pour une greffe est en moyenne de 5 à 7 ans. Ma mère serrait son chapelet,
ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Elle m'a regardé, puis a regardé Marcus, puis m'a regardé à nouveau. Quelque chose de froid m'a traversé la poitrine. La façon dont il me regardait. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était du calcul. Le regard de mon père s'est posé sur moi pendant un long moment, avant de revenir sur Marcus. Il n'a pas dit un mot. Il n'avait pas à le faire. À ce moment-là, je l'ai senti. Le changement, comme si je venais d'être évalué, mesuré, comme si je n'étais plus sa fille. J'étais un stock de pièces détachées. Une semaine après le diagnostic, ma mère m'a invité à dîner. Réunion de famille, a-t-elle appelé ça, pour discuter des prochaines étapes. J'ai conduit jusqu'à leur maison, la même maison coloniale où j'avais grandi. Rien n'avait changé. La même table à manger en chêne, le même vaisselier avec les belles assiettes que nous n'utilisions jamais, le même portrait du championnat de football du lycée de Marcus au-dessus de la cheminée. Il n'y avait de portrait de moi nulle part. Nous nous sommes assis pour manger un rôti. Mon père a pris sa place en bout de table, comme il le faisait toujours, et s'est éclairci la gorge. J'ai fait quelques recherches, a-t-il dit, coupant sa viande sans lever les yeux. La liste de greffes est longue. Très longue. La plupart des gens ne s'en sortent pas. Ma mère s'est tamponné les yeux avec une serviette. Si seulement il y avait un autre moyen. Si seulement quelqu'un dans la famille était compatible. Elle a laissé la phrase en suspens, un hameçon pendant dans l'eau. J'ai continué à manger. Je savais ce qu'ils faisaient. Je voulais juste voir jusqu'où ils iraient. Théa, a dit mon père, croisant enfin mon regard. Tu es au négatif, donneur universel. C'est rare. Spécial. C'était la première fois qu'il m'appelait spécial. On ne demande pas, a-t-il ajouté rapidement. On réfléchit juste à voix haute. Marcus est resté silencieux pendant tout le dîner. Il regardait son téléphone, faisait défiler quelque chose, tapait un message rapide. Quand je me suis levé pour débarrasser, j'ai aperçu son écran avant qu'il ne puisse le cacher. Un texto à mon père, elle y réfléchit. Je n'y réfléchissais pas. Mais il ne le savait pas encore. J'ai dit bonsoir, je suis rentré chez moi, et j'ai essayé de me convaincre que ma famille, ma propre chair et mon propre sang, ne s'attendraient pas vraiment à ce que je donne un organe sans qu'on me le demande. J'avais tort. Quelques jours après ce dîner, j'ai demandé à voir mes parents seuls. Nous nous sommes assis dans leur salon, moi sur la banquette, eux sur le canapé en face de moi. La lumière de l'après-midi traversait les fenêtres, capturant des grains de poussière dans l'air. Tout semblait suspendu, en attente. J'y ai réfléchi, ai-je dit. Et la réponse est non. Le silence qui a suivi était physique, lourd. Le visage de ma mère s'est effondré. Non. Comment ça, non? Je veux dire que je ne donnerai pas mon rein à Marcus. La mâchoire de mon père s'est crispée. Et pourquoi bon sang non? Je m'étais préparé à ça. Parce que j'ai besoin de mes 2 reins pour ma propre santé à long terme. Parce que le don de rein comporte des risques réels, infections, douleurs chroniques, fonction rénale réduite. Et parce que l'état de Marcus est le résultat de choix qu'il a fait. Des choix que tout le monde dans cette famille a favorisés pendant 15 ans. L'explosion est arrivée plus vite que je ne le pensais. Tu laisserais ton frère mourir? Mon père a claqué sa paume contre la coudoir. Ton propre sang, pourquoi? Par méchanceté? Ma mère pleurait maintenant. Le genre théâtral. Je t'ai élevé, Théa. Je t'ai nourri, habillé, j'ai gardé un toit au-dessus de ta tête, et c'est comme ça que tu me rembourses. Je me suis levé. Mon corps n'est pas un plan de remboursement. Je suis sorti vers ma voiture, une Honda Civic que j'avais achetée moi-même avec l'argent que j'avais gagné, et je suis resté assise sur le siège conducteur pendant 1 minute entière avant de démarrer le moteur. Je pensais que c'était fini. Je pensais qu'il serait en colère pendant un moment, puis qu'il l'accepterait. Qu'il passerait à autre chose. Alors que je m'engageais sur l'autoroute, mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Tu vas le regretter. Je me suis dit que c'était une erreur de numéro. Je n'y croyais pas. Les semaines qui ont suivi ont été calmes, d'une manière qui aurait dû être un avertissement. D'abord, j'ai été retiré du groupe de discussion familiale.
Pas d'annonce, pas d'explication, juste soudainement incapable de voir les messages des gens que je connaissais depuis toujours. Ensuite, une collègue, génie de la radiologie, m'a arrêté dans le couloir. Et, c'est bizarre, mais savais-tu que quelqu'un a appelé l'hôpital pour poser des questions sur toi? Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Quelque chose sur ta santé mentale. Si tu avais montré un comportement erratique. Elle a fait des guillemets avec ses doigts. Les RH leur ont parlé. Ils n'ont pas voulu laisser de nom. Je suis allé au RH cet après-midi-là. La responsable, une femme nommée Patricia avec des lunettes à double foyer et un froncement de sourcils permanent, l'a confirmé. Quelqu'un a prétendu que vous aviez des problèmes de santé mentale affectant vos performances professionnelles, a-t-elle dit, lisant une note. Appelant anonyme. Nous sommes tenus de le documenter, mais aucun problème n'a été observé. Malgré tout, y a-t-il quelque chose que vous voulez nous dire? Je lui ai dit non, qu'il n'y avait rien. Mais je savais. Je savais qui avait passé cet appel. Ce week-end-là, j'ai rendu visite à ma mère. Elle était à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert, faisant défiler quelque chose. Quand elle m'a vu, elle l'a fermé brusquement. Je vérifie juste mes mails, a-t-elle dit trop vite. Mais je l'avais vu. L'objet de ce qu'elle lisait. Calendrier du plan B. C'est quoi le plan B, j'ai demandé. Elle a ri, un son nerveux et aigu. Rien. Des trucs de boulot. Ma mère ne travaillait pas. J'aurais dû insister davantage. J'aurais dû exiger des réponses. Au lieu de cela, je l'ai laissé me verser du café et faire semblant que tout était normal. J'essayais encore de croire le meilleur d'eux. C'était mon erreur. J'ai appris ce que signifiait le plan B bien plus tard. Après l'opération, après l'enquête, après que tout se soit effondré, voici ce que le FBI a reconstitué. 3 jours après mon refus de faire un don, mon père a conduit 45 minutes jusqu'au Breewood Country Club. Il a rencontré le Dr Howard Mercer sur le 9e green, un chirurgien transplanteur avec qui il jouait au golf depuis 20 ans. Ils ont marché ensemble sur les 9 derniers trous pendant que mon père expliquait la situation. Ma fille a quelques problèmes de santé mentale, a-t-il dit. Selon le témoignage éventuel du docteur Mercer, mon père était calme, raisonnable, sympathique même. Rien de grave, mais assez pour qu'elle ne puisse pas prendre de décision médicale majeure seule. La famille a une tutelle informelle. Nous devons avancer avec la greffe, et elle ne peut pas consentir elle-même. Le docteur Mercer a soulevé l'inquiétude évidente. Le don d'organes vivants nécessitait un défenseur indépendant du donneur vivant, quelqu'un dont le seul travail était de protéger les intérêts du donneur. Il y avait des évaluations psychologiques, des examens par le comité d'éthique, de multiples conversations de consentement. Mon père avait anticipé cela. Riverside est un centre chirurgical privé, a déclaré le docteur Mercer dans sa déposition. Pas un grand système hospitalier. Nous n'avions pas la même infrastructure de surveillance. Je gérais personnellement le programme de greffe, le défenseur, l'évaluation psychologique, l'examen éthique. Je pouvais simplifier tout ça, les consolider. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il pouvait les ignorer complètement. Mon père a demandé ce qu'il faudrait. Le docteur Mercer a nommé son prix, 50 000 € pour sa fondation personnelle, plus une garantie que si quelque chose tournait mal, Gérald prendrait l'entière responsabilité. Ils se sont serrés la main au 18e trou. Mon père lui a remis un chèque, 50 000 €, un don à la fondation personnelle du docteur Mercer. La date était fixée. Le plan était simple. M'attirer dans un hôpital différent, un où personne ne me connaissait, me mettre sous sédation avant que je puisse poser des questions, et effectuer l'opération. Au moment où je me réveillerais, ce serait fait. C'est une fille, aurait dit mon père. Elle n'est pas mariée, pas d'enfant. Pourquoi a-t-elle besoin de 2 reins? Elle devrait être reconnaissante d'aider son frère. C'est ce que fait la famille. J'ai découvert plus tard que ce n'était même pas sa première tentative. 10 ans plus tôt, quand Marcus a eu sa première frayeur de santé, un problème de foie qui s'était résolu de lui-même, mon père avait fait une demande similaire. Un membre de la famille pouvait-il donner une partie de son foie sans consentement complet? Le docteur Mercer avait dit non à l'époque. Cette fois, il a dit oui. 2 semaines après mon refus, ma mère a appelé.
Elle pleurait, mais doucement cette fois, avec tendresse, la voix qu'elle utilisait quand elle voulait le pardon. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle dit, à la façon dont les choses se sont terminées entre nous. Ce n'était pas juste. Théa, tu es ma fille. Quoi qu'il arrive avec Marcus, tu es toujours ma fille. Je voulais la croire. Mon Dieu, je le voulais. Ton père et moi avons parlé, a-t-elle continué. Nous voulons arranger les choses. Nous avons programmé un bilan de santé familiale dans une clinique en dehors de la ville. Tous ensemble, un nouveau départ, une façon de ressouder les liens. Quelque chose ne tournait pas rond. Le timing, la douceur. Mais 3 semaines de silence m'avaient usé. 3 semaines à être effacé de ma propre famille. Et il y avait autre chose. Quelque chose que j'ai honte d'admettre. Une partie de moi voulait encore y croire. Voulait encore que ma mère soit la personne dont j'avais eu besoin toute ma vie. Cette partie de moi chuchotait, peut-être qu'ils ont réalisé qu'ils avaient tort. Peut-être que c'est leur façon de s'excuser. Je sais maintenant que l'espoir peut être un piège, mais à l'époque, je ne pouvais pas le voir. Juste un bilan de santé, ai-je demandé. Juste un bilan de santé, et peut-être un déjeuner après, s'il te plaît, Théa. J'ai dit oui. Le jour du rendez-vous, j'ai conduit jusqu'au Riverside Medical Center, un établissement chirurgical privé à environ 1 heure de Philadelphie. Pas un hôpital au sens traditionnel, plus une clinique boutique pour les gens qui pouvaient s'offrir la discrétion. Le genre d'endroit avec des sols en marbre et des fleurs fraîches dans le hall. Le genre d'endroit où les riches allaient pour des procédures qu'ils ne voulaient pas voir sur leurs dossiers médicaux réguliers, chirurgie esthétique, retraite bien-être, et apparemment, prélèvement d'organes. J'ai appris plus tard que Riverside opérait en dehors des grands réseaux hospitaliers, pas d'affiliation avec des centres médicaux universitaires, pas de signalement obligatoire aux coordinateurs régionaux de greffe. Le docteur Mercé avait aidé à établir leur programme de greffe lui-même, ce qui signifiait qu'il avait aussi écrit les protocoles de surveillance ou plutôt, l'absence de protocole. Mais debout dans ce hall, je ne savais rien de tout ça. Je voyais juste le marbre, les fleurs, les sourires professionnels. Ma mère m'a retrouvé sur le parking, portant un gilet en cachemire que je n'avais jamais vu auparavant. Un petit cadeau, a-t-elle dit, en me pressant un gilet assorti dans les mains. Pour ma fille. Nous sommes entrés ensemble. Je me suis inscrite à la réception, et puis quelque chose d'étrange s'est produit. L'infirmière a appelé seulement mon nom. Reynolds. Théa Reynolds. J'ai regardé autour de moi. Mon père n'était pas là. Marcus non plus. Ils sont en retard, a dit ma mère. Vas-y. Ils nous rattraperont. J'ai suivi l'infirmière dans un long couloir. Je n'ai pas vu mon père debout derrière la fenêtre, me regardant disparaître à travers les doubles portes. Je ne l'ai pas vu faire un signe de tête à quelqu'un à l'intérieur. Je suis entré dans cette pièce en faisant confiance à ma mère. Je n'aurais pas dû. La salle d'examen était froide. Pas un froid de climatisation. Quelque chose de plus profond. Le genre de froid qui s'insinue dans vos os avant que vous ne réalisiez que quelque chose ne va pas. Une infirmière m'a tendu une blouse en papier et un gobelet d'eau. Changez-vous et mettez ça. Nous aurons besoin de quelques échantillons de sang avant que le médecin ne vous voie. Buvez ceci d'abord. Ça aide pour le prélèvement. J'ai regardé le gobelet. Quelque chose a vacillé au fond de mon esprit. Un avertissement que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Je suis infirmière de bloc. Je connais les procédures, et quelque chose là-dedans semblait bizarre. Mais l'infirmière souriait. La pièce était propre, professionnelle. Ma mère était dans la salle d'attente. De quoi avais-je peur? Que ma propre famille me drogue. La pensée semblait absurde, paranoïaque, alors je l'ai bu. C'est ça le truc avec la confiance. Même quand elle est brisée, même quand chaque signe pointe vers le danger, une partie de nous veut toujours croire que nous sommes en sécurité avec les gens qui nous ont élevés. Je n'étais pas en sécurité. L'infirmière a prélevé 3 flacons de sang. Standard. Puis elle est partie, et j'ai attendu. La pièce a commencé à basculer, juste légèrement au début. Une douceur au bord de ma vision. Puis plus. Les néons au-dessus semblaient pulser. Mes mains semblaient lourdes. Quelque chose ne va pas. J'ai essayé de me lever et j'ai failli tomber.
Mes jambes ne voulaient pas coopérer. Mes pensées se transformaient en coton. L'eau. Ils ont mis quelque chose dans l'eau. J'ai cherché mon téléphone sur la chaise à côté de moi. Mes doigts ne pouvaient pas le saisir. L'écran devenait flou. La porte s'est ouverte. À travers la brume, je l'ai vu. Mon père debout dans le couloir. Son visage était vide d'expression. Pas en colère, pas triste, juste résolu, comme un homme finissant une tâche qu'il avait repoussée. Il a fait un signe de tête à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. L'infirmière qui m'avait donné l'eau est revenue dans mon champ de vision. Elle n'était plus nerveuse. Ses mouvements étaient efficaces, rodés. Elle avait déjà fait ça avant. J'ai appris son nom plus tard, Patricia Vance. Elle travaillait avec le docteur Mercé depuis 12 ans. C'était elle qui avait été témoin de la signature de ma mère sur le formulaire de consentement, qui avait coché la case confirmant que le tuteur du patient avait été correctement identifié et vérifié. C'était aussi elle qui avait administré le sédatif dans mon eau, chronométré parfaitement, pour que je sois trop diminué pour m'opposer au moment où quelqu'un aurait besoin de mon consentement. Un médecin est entré dans mon champ de vision. Blouse blanche, cheveux gris, le visage du grand-père de quelqu'un. « Ne vous inquiétez pas », a-t-il dit. « Vous ne vous souviendrez de rien de tout ça. » J'ai essayé de crier. Ma bouche ne voulait pas bouger. La dernière chose que j'ai vue avant que l'obscurité ne m'emporte, c'était mon père se détournant. Ne regardant pas, n'attendant pas, s'éloignant comme un homme qui avait fait ce qui devait être fait. Ce que je vais vous dire provient de l'enquête, des dépositions, des dossiers médicaux et des témoignages qui seraient finalement lus à haute voix dans un tribunal fédéral. L'opération a duré 4 heures. Le docteur Howard Mercé, chirurgien transplanteur certifié, a pratiqué une incision de 15 cm dans le bas de mon dos, côté gauche. Il a séparé le muscle, déplacé les organes, et a soigneusement excisé mon rein gauche. Sain, fonctionnel, le mien. Dans les notes opératoires, il a écrit « néphrectomie de donneur vivant ». Consentement du donneur obtenu via tuteur légal en raison d'une déficience cognitive documentée. Évaluation indépendante levée à la demande de la famille. Patient incapable de participer à l'évaluation standard. Procédure sans complication. La paperasse était méticuleuse. Une fausse évaluation psychologique supposément menée par un certain docteur Raman qui n'existait pas. Une approbation du comité d'éthique fabriquée, signée par le docteur Mercé lui-même en tant que président du comité. Un formulaire de défenseur du donneur avec la signature de Patricia Vance, affirmant qu'elle m'avait rencontré en privé et confirmé ma volonté de donner. Rien de tout cela n'était réel, mais ça en avait l'air. Cela passerait un audit superficiel. Et à Riverside, personne ne faisait d'audit. Consentement. Comme si ma mère signant un morceau de papier rendait tout cela légal. Comme si une pile de faux documents pouvait effacer le fait que j'étais une adulte compétente qui n'avait jamais accepté rien de tout ça. Pendant que j'étais sur la table, inconsciente et ouverte, mon rein a été transporté d'urgence dans une autre salle d'opération au bout du couloir. Marcus était déjà préparé, attendant. Dans la salle d'attente familiale, mes parents étaient assis ensemble. Mon père lisait un journal. Ma mère tenait son chapelet, les lèvres bougeant en prière. Plus tard, elle dirait aux enquêteurs qu'elle priait pour une issue heureuse pour toute la famille. Elle ne priait pas pour ma sécurité. Elle ne demandait pas pardon à Dieu. Elle le remerciait. Elle le remerciait qu'ils aient trouvé un moyen de sauver leur fils, le vrai enfant, celui qui comptait, en utilisant des pièces prélevées sur l'autre. À 15h47, le docteur Mercé a refermé mon incision. À 16h12, mon rein a commencé à fonctionner à l'intérieur du corps de mon frère. À 18h30, mes parents ont quitté l'hôpital ensemble, bras dessus bras dessous. Ils se sont arrêtés pour dîner sur le chemin du retour, on célébrait avec du vin. Pendant ce temps, je gisais seul en salle de réveil, recousu et vidé. Ils ne sont pas venus dans ma chambre ce soir-là. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient obtenu ce pourquoi ils étaient venus. Je me suis réveillé dans la douleur. Pas la douleur sourde d'une gueule de bois ou la piqûre vive d'une coupure. Quelque chose de plus profond, quelque chose de faux. Comme si mon corps me criait dessus dans une langue que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Mes yeux se sont ouverts sur des dalles de plafond blanches, des néons, le bip rythmé des moniteurs, une salle de réveil. J'ai essayé de m'asseoir et j'ai halté.
Le feu a explosé dans le bas de mon dos. Ma main a volé vers la source et a trouvé des bandages, de la gaze épaisse, du ruban médical, une incision chirurgicale. Que s'est-il passé? Mon esprit a couru en arrière. La salle d'examen. Le gobelet d'eau, les vertiges, le visage de mon père dans l'embrasure de la porte. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Non. Je suis infirmière de bloc. J'ai assisté à des centaines d'opérations. Je sais exactement ce que fait ressentir une incision de néphrectomie. Je sais ce que cela signifie quand on se réveille avec 15 cm de points de suture sur le flanc et une douleur creuse et profonde là où se trouvait un organe. J'ai appuyé sur le bouton d'appel 1 fois, 2 fois, 3 fois. Une infirmière est apparue, jeune, nerveuse, évitant mon regard. Mademoiselle Reynolds, vous êtes réveillée. Je vais chercher le médecin. Quelle opération j'ai eue? Ma voix est sortie rauque. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Le médecin va tout expliquer. Je suis infirmière de bloc. Je sais ce qu'est cette incision. Dites-le-moi. Elle a regardé le sol, les moniteurs, n'importe où sauf moi. S'il vous plaît, attendez le médecin. Elle est partie. Je suis resté là à fixer le plafond, une main pressée contre les bandages sur mon dos. Je connaissais la réponse. Je la savais au moment où je me suis réveillé. Mais j'avais besoin d'entendre quelqu'un le dire. J'avais besoin de voir la preuve. J'avais besoin de savoir exactement ce que ma famille m'avait fait. Le docteur Howard Mercer est entré dans ma chambre comme un homme attendant de la gratitude. Il avait environ 60 ans, les cheveux argentés, portant le sourire confiant de quelqu'un qui avait passé des décennies à être respecté. Sa blouse blanche était immaculée. Sa poignée de main aurait été ferme si j'avais tendu la main. Je ne l'ai pas fait. Mademoiselle Reynolds, a-t-il dit, s'installant sur la chaise à côté de mon lit. Content de vous voir réveillée. La procédure s'est magnifiquement passée. Votre frère récupère bien, et votre rein fonctionne déjà dans son corps. Vous devriez être très fier. Je n'ai consenti à aucune procédure. Son sourire a vacillé juste un instant. Bien sûr que si. Eh bien, votre tuteur l'a fait en votre nom. Je n'ai pas de tuteur. J'ai 34 ans. Il a fouillé dans le dossier qu'il avait apporté et a sorti une seule feuille de papier, un formulaire de consentement, standard d'hôpital, le genre que j'avais vu des centaines de fois. La ligne marquée signature du patient était vide. La ligne marquée tuteur représentant légal contenait la signature de ma mère. Votre mère a signé en tant que tuteur médical, a déclaré le docteur Mercer, comme si cela expliquait tout. Compte tenu de votre état. Quel état? Vos parents ont expliqué que vous avez des difficultés cognitives, que vous êtes incapable de prendre des décisions médicales complexes par vous-même. Je l'ai fixé. Docteur Mercer, ai-je dit lentement. Je suis infirmière de bloc opératoire avec 10 ans d'expérience. J'ai une licence et de multiples certifications professionnelles. Je vis seul, je gère mes propres finances, et j'occupe un emploi qui m'oblige à prendre des décisions de vie ou de mort quotidiennement. Son visage est devenu pâle. Cette signature, ai-je continué, tenant le formulaire, n'a aucune valeur juridique. En vertu de la loi fédérale, effectuer une intervention chirurgicale sans consentement éclairé sur un adulte mentalement compétent est une agression et des voies de fait. J'ai sous les yeux la preuve d'un crime fédéral. Il n'a rien dit. Moi non plus. Le formulaire disait tout ce qui devait être dit. Mes parents sont arrivés 1 heure plus tard avec des fleurs, des lys, le genre cher du fleuriste du centre-ville, enveloppés dans du papier couleur crème. Ma mère les portait comme une offrande. Mon père marchait 2 pas derrière elle, les mains dans les poches, regardant autour de la chambre comme s'il inspectait une propriété qu'il pourrait acheter. Voilà notre fille, a dit ma mère, posant les fleurs sur ma table de chevet. Comment te sens-tu? Je l'ai regardée, la femme qui m'avait poussé sur les balançoires, tressé mes cheveux pour les photos d'école, assise à côté de mon lit quand j'avais la grippe. La femme qui avait signé un morceau de papier qui avait permis à des étrangers de m'ouvrir. Tu as pris mon rein. Son sourire n'a pas vacillé. Oh chérie, nous avons sauvé ton frère. Tu as fait partie de quelque chose de magnifique. Sans me demander, sans me le dire, tu m'as drogué et tu les as laissés découper mon organe. Mon père s'est avancé. Théa,
ne sois pas dramatique. C'est fait maintenant, et Marcus va vivre. Tu devrais te sentir bien à propos de ça. Je devrais me sentir bien. Tu es une jeune femme, a-t-il dit, et sa voix avait ce ton. Celui qu'il utilisait pour expliquer quelque chose d'évident à quelqu'un de lent. Pas de mari, pas d'enfant. De quoi avais-tu besoin de 2 reins? Marcus a un avenir, un vrai avenir, et je n'en ai pas? Il a haussé les épaules. Tu es une fille. Les filles se sacrifient pour leur famille. C'est comme ça que ça marche. Ma mère a hoché la tête. Nous savions que tu comprendrais finalement. Tu avais juste besoin d'un petit coup de pouce. Je les ai regardés. Vraiment regardés, cherchant de la culpabilité, de la honte, n'importe quel signe qu'ils comprenaient ce qu'ils avaient fait. Il n'y avait rien. Ils croyaient avoir raison. Ils croyaient que je leur devais ça. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose qui m'a brisé et libéré en même temps. Je n'avais jamais été leur fille. J'avais toujours été leur pièce de rechange. Après le départ de mes parents, satisfait, souriant, certain de n'avoir rien fait de mal, je suis resté dans le noir pendant longtemps. Les machines bipaient. La perfusion goûtait. Quelque part au bout du couloir, quelqu'un a toussé. J'ai pensé à laisser tomber. J'ai pensé à ce que signifierait de les combattre. Les avocats, les accusations, la famille qui me traiterait d'ingrate, de vindicative, de cruelle. J'ai pensé à Marcus, quelque part dans ce même bâtiment, se réveillant avec mon rein en lui, vivant parce qu'ils avaient pris un morceau de moi sans demander. Et puis j'ai pris mon téléphone. L'hôpital ne l'avait pas pris. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais censé être une donneuse volontaire, une sœur aimante, quelqu'un qui se réveillerait reconnaissante de la chance d'aider. J'ai composé le 911. Je dois signaler une agression, ai-je dit. Ma voix était stable. J'avais trouvé quelque chose de l'autre côté du désespoir. Pas la paix, mais la clarté. J'ai été amené au Riverside Medical Center sous de faux prétextes. J'ai été mise sous sédation sans mon consentement. Et pendant que j'étais inconsciente, un chirurgien a retiré mon rein. Le répartiteur m'a demandé de répéter. Je l'ai fait. Mes parents ont signé un formulaire de consentement prétendant être mes tuteurs légaux. Je suis une adulte de 34 ans mentalement compétente. Je n'ai pas de tuteur. C'est un vol d'organes. C'est un crime fédéral. 2 heures plus tard, une femme en blazer sombre est entrée dans ma chambre. Inspectrice Vivian Carter, FBI, affectée à l'unité de fraude médicale. Elle avait environ 45 ans, les cheveux gris coupés courts, et le genre de visage qui ne laissait rien paraître. Elle s'est assise sur la chaise où le docteur Mercer s'était assis, et a sorti un carnet. Mademoiselle Reynolds, a-t-elle dit. J'ai une question pour vous. J'ai attendu. Savez-vous où est passé votre rein? Je l'ai regardé. Oui, il est à l'intérieur de mon frère. Chambre 412, 2 étages plus bas. Elle a écrit quelque chose dans son carnet. Puis elle a levé les yeux. Dites-moi tout. Pouvez-vous imaginer ça? Vos propres parents, les gens qui étaient censés vous protéger, devenant ceux qui ont pris un morceau de votre corps sans demander. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà eu l'impression que votre famille ne respectait pas vos limites, que votre nom ne comptait pas, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi où vous en êtes dans votre propre parcours. Mais cette histoire ne fait que commencer. Parce que la détective m'a posé une question, et ce que j'ai découvert ensuite a tout changé. L'inspectrice Carter n'a pas réagi quand je lui ai dit que mon rein était dans mon frère. Elle a juste noté, méthodique, calme, comme si elle avait entendu pire. Peut-être que c'était le cas. Les affaires comme celle-ci sont plus courantes que les gens ne le pensent, a-t-elle dit, tournant une nouvelle page de son carnet. Trafic d'organes familial. Habituellement, c'est à l'étranger, mais nous l'avons vu aussi au niveau national. Un parent décide qu'un enfant a plus de valeur qu'un autre. Un conjoint décide qu'il a besoin du rein de son partenaire. Les gens rationalisent des choses incroyables quand ils sont désespérés. Elle a fait une pause. Le système est censé empêcher cela. Défenseurs indépendants, évaluation psychologique, comité d'éthique. Mais ces garde-fous ne fonctionnent que si tout le monde les respecte.
Quand vous avez un médecin voyou dans un établissement privé avec une surveillance minimale, opérant en dehors des grands réseaux hospitaliers. Elle a secoué la tête. Les garde-fous disparaissent. Comment quelqu'un comme Mercer peut-il s'en tirer? Il a construit son propre royaume. Petit établissement, personnel trié sur le volet, pas d'exigence de signalement externe. Les patients qui viennent dans des endroits comme Riverside veulent de la confidentialité. Ils ne posent pas de questions sur le protocole. Et les coordinateurs de greffe dans les grands centres? Ils ne voient jamais ces cas. Ils se produisent complètement en dehors des registres. Ce n'était pas du désespoir, ai-je dit. C'était de la planification, des mois de planification. Expliquez-moi tout depuis le début. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé du diagnostic de Marcus, du dîner de famille, de la pression qui a commencé subtilement et est devenue explicite, de mon refus, du silence qui a suivi, de l'appel anonyme à mon service RH, du bilan de santé familiale qui n'a jamais été un bilan. Je lui ai parlé de l'email que j'avais aperçu sur l'ordinateur portable de ma mère. Calendrier du plan B. Le stylo de l'inspectrice Carter a cessé de bouger. Plan B. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais j'ai vu la ligne d'objet. Nous pouvons obtenir un mandat pour les enregistrements de mai, a-t-elle dit. S'il y a une trace écrite, nous la trouverons. Elle s'est levée, glissant son carnet dans la poche de sa veste. Mademoiselle Reynolds, je dois être honnête avec vous. Prouver cela ne sera pas facile. Votre famille prétendra que vous étiez diminué, que vous ne pouviez pas consentir, qu'ils agissaient dans votre meilleur intérêt. J'ai 10 ans d'évaluation de performance qui disent le contraire. Bien. Gardez chaque document que vous pouvez trouver. Elle a fait une pause à la porte. Encore une chose, le médecin qui a pratiqué l'opération, Howard Mercer. Nous l'avons eu à l'œil auparavant. Ce n'est peut-être pas sa première fois. Elle est partie et je suis resté là, réalisant que ce qui m'était arrivé aurait pu arriver à d'autres, que je pourrais ne pas être la seule. La contre-attaque est arrivée dans les 24 heures. J'étais encore à l'hôpital, en train de récupérer après m'être fait retirer un organe contre mon gré. J'étais encore à l'hôpital quand j'ai reçu une lettre recommandée. Elle venait d'un cabinet d'avocats du centre-ville, Richard, Hartley et Associés. La lettre de couverture était brève. 6 juin, veuillez trouver une copie de la déclaration fournie aux enquêteurs par notre client, Gerald Reynolds, concernant les récentes allégations. À l'intérieur se trouvait une copie de la déclaration de mon père. Je l'ai lue avec des mains tremblantes. Ma fille, Thea Reynolds, a des antécédents d'instabilité mentale. En tant que parent, nous avons agi informellement comme ses tuteurs pendant des années. Elle est incapable de prendre des décisions complexes concernant ses propres soins de santé. L'opération a été réalisée avec le consentement approprié de la famille et était entièrement légale. En annexe se trouvaient des documents que je n'avais jamais vus. Une lettre de préoccupation envoyée à mon employeur 6 mois plus tôt, affirmant que j'avais montré un comportement erratique lors d'une réunion de famille. Des notes d'une conversation supposée avec un thérapeute familial que je n'avais jamais rencontré. Et la plainte RH anonyme tracée, je l'ai appris plus tard, directement au téléphone portable de mon père. Ils avaient construit une trace écrite, un récit d'une fille brisée qui avait besoin d'être protégée d'elle-même. Cet après-midi-là, mon hôpital a appelé. Mademoiselle Reynolds, compte tenu des circonstances, nous vous plaçons en congé administratif dans l'attente de l'enquête. Quelles circonstances? Nous avons reçu de la documentation suggérant que vous pourriez avoir des problèmes de santé mentale affectant votre capacité à exercer vos fonctions. Ils avaient atteint mon travail avant que je puisse me défendre. Je me suis assise sur mon lit d'hôpital, recousu et seul, tenant la preuve de la trahison de ma famille. Ils avaient pris mon rein. Maintenant, ils essayaient de prendre ma carrière, ma réputation, ma santé mentale. Et j'ai failli les laisser faire. Presque. 3 jours plus tard, je suis rentré chez moi dans un appartement vide. Le poteau sur le rebord de ma fenêtre avait commencé à jaunir. Personne ne l'avait arrosé pendant mon absence. Personne n'avait su que j'étais parti. Je me suis laissé tomber sur mon canapé lentement, prudemment, les points de suture dans mon dos tirant à chaque mouvement, et j'ai fixé le mur. Pas de travail, pas de famille, personne qui me croyait. Mes parents avaient passé des semaines à construire une version de moi qui n'existait pas, une femme instable à qui on ne pouvait pas faire confiance, dont la parole ne valait rien.
Et il l'avait fait si minutieusement que même mon propre hôpital avait douté de moi. J'ai pensé à l'audience qui allait venir. Mon père dans son blazer, ma mère avec ses mouchoirs, tous deux pleurant sur leur fille troublée qui avait inventé de terribles mensonges parce qu'elle ne pouvait pas accepter leur amour. J'ai pensé à Marcus récupérant avec mon rein en lui, répétant probablement déjà son témoignage sur la façon dont j'avais voulu aider, mais que mes problèmes mentaux m'avaient fait oublier. J'ai marché jusqu'au miroir de la salle de bain et j'ai soulevé ma chemise. Le bandage était toujours là. En dessous, une cicatrice qui ne guérirait jamais complètement. Une preuve. Mais serait-ce suffisant? Je me suis rassise et j'ai mis ma tête dans mes mains. Pour la première fois depuis mon réveil dans cette salle de réveil, j'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Jusqu'à ce que tout mon corps tremble, jusqu'à ce que les points de suture brûlent, et je m'en fichais. J'ai failli abandonner ce soir-là. J'ai failli décider qu'ils allaient gagner. Qu'ils gagnaient toujours. Que les gens comme mon père obtenaient toujours ce qu'ils voulaient. Et que les gens comme moi payaient toujours le prix. Puis mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Théa, c'est Nathan Cole du bloc. J'ai vu ton dossier. Quelque chose ne colle pas. On peut parler? J'ai fixé l'écran et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. L'espoir. J'ai rencontré Nathan Cole dans un café à 5 km de l'hôpital, assez loin pour que nous ne croisions personne que nous connaissions. Il avait la quarantaine, un homme calme aux yeux gentils qui travaillait comme anesthésiste dans notre bloc opératoire depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Nous n'avions jamais été proches, juste des collègues qui se faisaient un signe de tête par-dessus les masques chirurgicaux. Mais je lui avais toujours fait confiance. Il avait un ordinateur portable ouvert sur la table quand je suis arrivé. « Je ne devrais pas faire ça », a-t-il dit, ne s'embêtant pas avec les politesses. « Si quelqu'un découvre que j'ai accédé à tes dossiers, je suis fini. Mais j'ai vu ton nom sur la liste de suspension, et je savais que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Il a tourné l'ordinateur vers moi. C'était mon dossier d'anesthésie du Riverside Medical Center, l'hôpital où j'avais été opéré. « Regarde la chronologie », a-t-il dit en pointant. On t'a administré un sédatif à 10h47. Le formulaire de consentement est horodaté à 10h32. Il m'a regardé. Tu as été drogué 15 minutes avant que quiconque ne prétende que le consentement a été obtenu. Mes mains ont commencé à trembler. Et ici, il a fait défiler vers le bas. La note du médecin traitant dit « Patient sous sédation à la demande de la famille avant vérification du consentement ». C'est une violation massive du protocole. Tu es censé vérifier le consentement avant la sédation, pas après. C'est soit une négligence grave, soit il savait que je ne consentirais pas. Exactement. Il a sorti une clé USB. J'ai fait des copies. Tout. Le dossier d'anesthésie, les notes chirurgicales, le formulaire de consentement avec les divergences de chronologie. Ce n'est pas juste une faute professionnelle, Théa. C'est la preuve d'un complot. J'ai pris la clé. Elle semblait sans poids, impossiblement petite pour contenir quelque chose d'aussi important. Pourquoi tu m'aides? Nathan a fermé son ordinateur. Parce que je travaille avec toi depuis 6 ans. Tu es l'une des infirmières les plus compétentes que je connaisse. Et l'idée que tu ne puisses pas consentir à ta propre opération? Il a secoué la tête. C'est insultant pour toi, et pour tous ceux qui ont déjà travaillé à tes côtés. Je ne me faisais pas confiance pour parler, alors j'ai juste tenu la clé et je me suis laissé croire, pour la première fois, que je pourrais réellement gagner. 2 jours plus tard, l'inspectrice Carter a appelé. Nous avons obtenu le mandat pour les enregistrements de mai, a-t-elle dit. Mademoiselle Reynolds, vous devez venir voir ça. Le bureau du FBI à Philadelphie était tout ce à quoi on pouvait s'attendre, mur gris, néon, café qui avait le goût d'avoir infusé depuis l'administration Reagan. L'inspectrice Carter m'a conduite dans une salle de conférence où des emails imprimés étaient étalés sur la table comme des preuves d'une scène de crime. Parce que c'en était. Plan B, a dit Carter, tapotant la première feuille. Votre père a envoyé ça à votre mère et à votre frère, 2 jours après votre refus de donner. Je l'ai pris. Linda, j'ai parlé à Mercé. Il dit que si nous pouvons documenter Théa comme mentalement incompétente, nous pouvons signer comme tuteur. Nous devons agir vite.
Marcus n'a pas beaucoup de temps. Il y en avait d'autres. Prends rendez-vous à l'hôpital de Mersey. Dis-lui que c'est un bilan familial. Ne mentionne rien d'autre. Howard a confirmé qu'il acceptera le consentement du tuteur. Les frais sont de 50 000 € pour sa fondation. Assure-toi qu'elle n'apporte pas son téléphone à l'intérieur. Nous ne voulons pas d'enregistrement. Et enfin, celui qui m'a frappé le plus fort, un email de Marcus. Merci, papa. C'est le seul moyen. Elle nous doit ça de toute façon. Elle nous doit ça. 28 ans à être la fille négligée, celle qui n'était jamais assez bien, celle qui travaillait, économisait et construisait une vie à partir de rien. Et dans l'esprit de mon frère, je leur devais encore. Ces emails établissent la préméditation, a déclaré Carter. Complot pour commettre une agression, fraude médicale, faux et usage de faux. Nous en avons assez pour un grand jury. J'ai posé le papier doucement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous les arrêtons. J'ai hoché la tête. J'aurais dû me sentir triomphante, vengée. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Mais quelque part sous l'épuisement, il y avait autre chose. De la détermination. Ils avaient pris mon rein. Ils ne prendraient rien d'autre. La semaine suivante est passée vite. D'abord est venue la déclaration officielle du FBI au service RH de mon hôpital. J'ai regardé le visage de Patricia changer en la lisant, la même femme qui m'avait interrogé sur des problèmes de santé mentale, apprenant maintenant que ces inquiétudes avaient été fabriquées par des gens prévoyant de voler mes organes. Mademoiselle Reynolds, a-t-elle dit, croisant les mains sur son bureau. Au nom de l'hôpital, je veux vous présenter nos plus sincères excuses. L'email est arrivé 1 heure plus tard. Réintégration complète, rappel de salaire, une lettre formelle d'excuses du PDG de l'hôpital, imprimée sur un papier à en-tête épais couleur crème. Nous regrettons la détresse causée par les allégations portées contre vous. Notre enquête a confirmé que ces allégations étaient fausses et semblent avoir fait partie d'un effort coordonné pour vous diffamer. Nous sommes reconnaissants pour vos années de service et sommes impatients de vous accueillir à nouveau. Je l'ai lu 3 fois, puis je l'ai mis dans un dossier avec les autres preuves, plus de documentation, plus de preuves. L'inspectrice Carter a appelé cet après-midi-là. Nous avons tracé la plainte RH anonyme, a-t-elle dit. L'appel provenait du téléphone portable de votre père. Il n'a même pas essayé de le cacher. Il ne pensait pas en avoir besoin. Non, en effet. Une pause. Il y a autre chose. Nous avons commencé à examiner les autres cas du docteur Mersey. L'examen préliminaire suggère que votre opération n'était pas un incident isolé. Il pourrait y avoir d'autres victimes. D'autres victimes? D'autres filles, fils ou conjoints découpés pendant leur sommeil parce que quelqu'un avait décidé que leurs organes avaient plus de valeur que leur autonomie. Quand est l'audience, ai-je demandé. Le grand jury s'est réuni hier. Les inculpations sont tombées ce matin. Gerald Reynolds, Linda Reynolds, Marcus Reynolds et Howard Mersey. Les charges incluent complot, agression avec lésions corporelles, fraude médicale et faux. Et les arrestations? Déjà faites. Vos parents ont été placés en garde à vue il y a 2 heures. Marcus a été arrêté à l'hôpital. Il récupère encore, mais il va assez bien pour une cellule de prison. J'ai expiré. Ça avait commencé. 1 mois plus tard, je me tenais devant le miroir de ma salle de bain dans un tailleur bleu marine que j'avais acheté spécifiquement pour cette occasion. L'assignation à comparaître trônait sur le comptoir de ma cuisine, mon nom en lettres noires, me convoquant pour témoigner à l'audience préliminaire des États-Unis contre Reynolds. Aujourd'hui, j'allais m'asseoir dans un tribunal fédéral et dire à un juge ce que ma famille m'avait fait. J'allais regarder mes parents, les gens qui m'avaient élevé, nourri, prétendu m'aimer, et expliquer comment ils m'avaient drogué, ouverte, et volé un morceau de mon corps. L'inspectrice Carter m'avait prévenu que ce serait difficile. Les avocats de la défense vivent pour des moments comme celui-ci, avait-elle dit. Ils essaieront de vous dépeindre comme instable, vindicative, une fille méprisant sa famille aimante. Je sais. Vous ne pouvez pas devenir émotive. Vous ne pouvez pas hausser la voix. Vous devez être calme, factuel et inébranlable. Je suis infirmière de bloc. J'ai tenu le cœur des gens dans mes mains pendant que les chirurgiens les réparaient. Je peux gérer ça. Elle m'avait regardé un long moment,
puis elle avait hoché la tête. Maintenant, fixant mon reflet, je répétais les mots que je dirais. Les faits, la chronologie, le formulaire de consentement avec la signature de ma mère. Pas de larmes, pas de supplications, juste la vérité. Mon téléphone a vibré, un texto de Nathan, tu gères. On regarde tous. Je me suis autorisé un petit sourire. Puis j'ai attrapé mon sac à main, verrouillé mon appartement, et conduit jusqu'au tribunal fédéral. Le bâtiment se dressait contre un ciel gris de novembre. Colonnes, marches en marbre, drapeaux claquant au vent. Des camionnettes de presse bordaient la rue. L'histoire avait fuité. Famille locale accusée de vol d'organes. J'ai passé les caméras sans les regarder. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai de front. Plus de cachette. Plus de silence. Aujourd'hui, la vérité parlerait. La salle d'audience était plus petite que je ne le pensais. Les audiences préliminaires fédérales n'ont pas de jury, juste un juge, les avocats et les accusés. Mais la galerie était bondée. Les journalistes remplissaient les rangées arrière, carnets ouverts, stylos prêts. Quelques visages que je reconnaissais de l'hôpital étaient dispersés un peu partout. Des collègues venus me soutenir. Et à la table de la défense, ma famille. Mon père portait un blazer que j'avais vu 100 fois, bleu marine, légèrement trop serré aux épaules. Il était assis droit comme un piquet, mâchoire serrée, irradiant la même certitude obstinée qu'il avait eue toute ma vie. Même maintenant, face à des accusations fédérales, il ressemblait à un homme qui croyait n'avoir rien fait de mal. Ma mère était assise à côté de lui, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Elle s'était habillée en noir, comme pour assister à des funérailles les siennes, peut-être, ou la mort de la famille qu'elle avait tout sacrifié pour préserver. Et Marcus, mon frère, était pâle, plus maigre que je ne l'avais jamais vu. L'opération et l'arrestation ultérieure l'avaient vieilli de 10 ans. Il fixait la table, incapable ou refusant de croiser mon regard. Le rein à l'intérieur de lui, mon rein, le maintenait en vie. Je me demandais s'il y pensait, si chaque battement de son cœur lui rappelait ce qu'ils avaient fait. J'ai pris place derrière la table du procureur. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. La séance est ouverte. Nous sommes ici pour l'audience préliminaire dans l'affaire des États-Unis contre Gerald Reynolds, Linda Reynolds, Marcus Reynolds et Howard Mercey. Le marteau est tombé, et j'ai senti quelque chose se poser en moi. Pas la paix, pas encore, mais la certitude. Ils avaient opéré dans l'ombre, dans les mensonges, dans l'hypothèse que je resterais silencieuse, que je resterais petite, que je resterais la fille obéissante qu'ils avaient toujours attendue. Mais ici, dans cette salle, il n'y avait pas d'ombre, seulement de la lumière, et j'étais prête. Veuillez décliner votre identité pour le dossier. Thea Marie Reynolds. La procureure, une femme aux traits nets nommée Diane Walsh, se tenait près de la barre des témoins. Mademoiselle Reynolds, pouvez-vous décrire votre relation avec les accusés? Ce sont ma famille. Gerald est mon père. Linda est ma mère. Marcus est mon frère aîné. Et avant le 14 octobre de cette année, comment auriez-vous qualifié cette relation? J'ai pris une inspiration. Compliqué. Je n'ai jamais été la priorité. C'était toujours Marcus. Pouvez-vous dire à la cour ce qui s'est passé le 14 octobre? Alors je l'ai fait. J'ai passé en revue chaque détail. Le diagnostic, la pression pour donner, mon refus, le silence qui a suivi, les plaintes anonymes à mon employeur, le bilan de santé familiale. C'était un piège. J'ai décrit mon réveil en salle de réveil avec des points de suture dans le dos et un organe manquant. J'ai décrit le formulaire de consentement avec la signature de ma mère. J'ai décrit le moment où j'ai regardé mes parents alors qu'ils apportaient des fleurs et me disaient que je devrais être reconnaissante. La salle d'audience était silencieuse. Même les journalistes avaient arrêté d'écrire. Quand j'ai fini, la procureure a posé une dernière question. Mademoiselle Reynolds, quand vous avez découvert que votre mère avait signé en tant que votre tutrice, qu'avez-vous pensé? J'ai regardé mes parents. Les mains de ma mère tremblaient. La mâchoire de mon père était serrée. J'ai pensé que, pour la première fois de ma vie, je les voyais clairement. Une longue pause. J'ai pensé que je comprenais enfin ce que j'étais pour eux. Pas une fille, pas une personne, juste des pièces. Des pièces de rechange pour l'enfant qui comptait.
Les mots ont flotté dans l'air. Quelque part dans la galerie, j'ai entendu quelqu'un pleurer. Je n'ai pas regardé pour voir qui. J'ai juste gardé les yeux devant moi, calme, factuel, inébranlable, tout comme je l'avais promis. Assise à cette barre, regardant mes parents pour la première fois depuis l'hôpital, les gens que j'avais passé toute ma vie à essayer de satisfaire, j'ai enfin compris quelque chose. Je n'allais jamais être assez pour eux. Pas parce que j'étais imparfaite, mais parce qu'ils l'étaient. Si cette histoire vous touche personnellement, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, savoir que vous n'êtes pas seul est la première étape. Mais ce qui s'est passé ensuite? Quand mon père a perdu le contrôle, c'est là que tout a changé. L'avocat de la défense était un homme aux cheveux argentés nommé Richard Hartley. Il se spécialisait dans les affaires familiales complexes, selon son site web. Ce que cela signifiait, je l'ai appris rapidement, c'était faire passer les victimes pour des méchants. Mademoiselle Reynolds, a-t-il dit, s'approchant de la barre avec un dossier dans les mains. Vous vous êtes décrite comme mentalement compétente, mais n'est-il pas vrai que vous avez lutté avec la régulation émotionnelle par le passé? Non, vous n'avez jamais eu d'incident au travail, de conflit avec des collègues. Je suis employée comme infirmière de bloc depuis 10 ans avec des évaluations de performance exemplaires. Il a sorti un papier de son dossier. J'ai ici une plainte déposée auprès du service RH de votre hôpital. Déposée anonymement par mon père utilisant son téléphone portable personnel. Le FBI l'a tracé. La salle d'audience a murmuré. Le sourire de Hartley a vacillé. Mademoiselle Reynolds, n'est-il pas possible que votre famille, qui vous aime clairement, ait simplement voulu vous aider à prendre une décision médicale que vous étiez incapable de prendre vous-même? Avant que je puisse répondre, une voix a tonné depuis la table de la défense. Elle nous doit ça. Mon père était debout, le visage violet de rage, pointant un doigt dans ma direction. Je l'ai nourri, habillé, gardé un toit au-dessus de sa tête, et elle a le culot de s'asseoir là. Monsieur Reynolds. Le marteau du juge a claqué. Asseyez-vous. C'est une fille. Les filles se sacrifient. C'est comme ça que ça a toujours été. C'est comme ça que c'est censé être. 2 agents se sont dirigés vers lui. Ma mère tirait sur sa manche, pleurant. Marcus avait la tête dans ses mains, mais mon père continuait, hurlant maintenant, les veines saillantes. Tu penses que tu vaux mieux que nous? Tu n'es rien. Tu es des pièces de rechange, Théa. C'est tout ce que tu as jamais été. Les agents l'ont forcé à se rasseoir sur sa chaise. La salle d'audience était dans un silence de mort, et je suis resté assise à la barre, parfaitement immobile, et j'ai laissé ces mots résonner. Il avait dit tout ce qu'ils avaient toujours cru. Maintenant, tout le monde savait. Après une suspension de 15 minutes pendant laquelle mon père a été averti qu'un autre éclat entraînerait des accusations d'outrage, la procureure a demandé à ce que les preuves soient présentées. Un grand écran a été amené dans la salle d'audience. Votre honneur, a dit Diane Walsh, l'accusation voudrait verser au dossier une série de mets récupérés sur les comptes personnels des accusés. Le premier email est apparu à l'écran. Linda, j'ai parlé à Mercé. Il dit que si nous pouvons documenter Théa comme mentalement incompétente, nous pouvons signer comme tuteur. Nous devons agir vite. Un murmure a parcouru la galerie. Le deuxième email, prend rendez-vous à l'hôpital de Mercé. Dis-lui que c'est un bilan familial. Ne mentionne rien d'autre. Les mains de ma mère ont volé à sa bouche. Le troisième, assure-toi qu'elle n'apporte pas son téléphone à l'intérieur. Nous ne voulons pas d'enregistrement. Le quatrième, Howard a confirmé qu'il acceptera le consentement du tuteur. Les frais sont de 50 000 € pour sa fondation. Et enfin, celui de Marcus, merci, papa. C'est le seul moyen, elle nous doit ça de toute façon. La procureure a laissé le silence s'étirer. Ces emails, a-t-elle dit, démontrent une préméditation claire. Les accusés ont planifié cette opération des semaines à l'avance. Ils ont délibérément trompé Mademoiselle Reynolds. Ils ont payé un professionnel de santé pour participer à une procédure illégale, et ils ont créé une fausse trace écrite pour discréditer leur victime avant même qu'elle puisse signaler le crime. Elle s'est tournée vers le juge. Ce n'est pas une famille prenant une décision médicale difficile. C'est un complot. C'est une fraude. C'est une agression. Le juge a regardé ma famille. Mon père fixait le mur.
Ma mère pleurait silencieusement. Marcus n'avait pas levé la tête depuis l'éclat de son père. Sur la base des preuves présentées, a dit le juge lentement, cette cour trouve une cause suffisante pour procéder au procès. Le marteau est tombé, et j'ai expiré pour la première fois depuis des mois. 2 semaines après l'audience préliminaire, l'inspectrice Carter a appelé avec des nouvelles. Le docteur Mercer a accepté un accord. J'étais dans mon appartement, enfin de retour au travail. Commençant enfin à me sentir à nouveau moi-même. Quel genre d'accord? Coopération totale en échange de charges réduites. Il témoigne contre votre famille. Une pause. ETA. Ce qu'il dit. Vous devriez l'entendre de moi d'abord. Nous nous sommes rencontrés au bureau du FBI cet après-midi-là. La transcription de la déposition était épaisse. 50 pages du docteur Mercer expliquant exactement comment ma famille l'avait approché, ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils avaient payé. Mais c'est la page 43 qui a arrêté mon cœur. Était-ce la première fois que Gerald Reynolds vous approchait au sujet d'un don d'organes familial? Non. Il y a environ 10 ans, lorsque Marcus Reynolds a eu une frayeur de santé impliquant son foie, Gerald m'a contacté. Il a demandé s'il serait possible de prélever un segment de foie de sa fille sans son consentement explicite. Et quelle a été votre réponse à ce moment-là? Je lui ai dit que ce n'était pas possible. La surveillance était trop stricte. A-t-il indiqué qu'il poursuivrait d'autres options? Il a dit, et je cite, gardez-la à l'esprit. C'est mon plan de secours. J'ai posé la transcription. 10 ans plus tôt. Quand j'avais 24 ans, commençant tout juste ma carrière d'infirmière, fièrement indépendante, mon père m'appelait déjà son plan de secours, sa police d'assurance, des pièces de rechange qu'il pouvait encaisser dès que le vrai enfant en aurait besoin. Il a planifié ça pendant une décennie, ai-je dit. L'inspectrice Carter a hoché la tête. Au minimum. J'ai pensé à toutes ces années, au fait où je m'étais présenté en essayant de gagner leur approbation, au dîner où j'étais invisible, aux cartes d'anniversaire que j'envoyais et qui n'étaient jamais reconnues. J'avais passé une audition pour un rôle dans une famille qui m'avait déjà casté comme autre chose. Je n'avais simplement pas connu mon rôle. La lettre est arrivée un mardi, manuscrite sur du papier ligné, oblitérée du centre de détention fédéral où Marcus était détenu en attendant son procès. J'ai reconnu son écriture. Le même gribouillage désordonné que j'avais vu sur les cartes d'anniversaire quand nous étions enfants. Cher Théa. Je ne m'attends pas à ce que tu lises ceci. Je ne te blâmerai pas si tu la brûlais. Je ne vais pas mentir et dire que je ne savais pas. Je savais qu'il y avait un plan. Je savais que papa avait parlé à un médecin. Je me suis dit que ça irait, que tu comprendrais finalement, que tu nous pardonnerais parce que nous sommes une famille. Je ne me suis pas laissé penser à ce que le plan signifiait réellement. Je n'ai pas posé de questions parce que je ne voulais pas de réponse. Ce n'est pas de l'innocence. Je le sais maintenant. C'est de la lâcheté. Au moment où je me suis réveillé de l'opération et qu'ils m'ont dit que ça avait marché, je ne pouvais pas revenir en arrière. Ton rein était déjà en moi. Et je me suis dit que je trouverais un moyen d'arranger les choses. Je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas. Je ne demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je savais que ce qu'il faisait était mal, et j'ai laissé faire parce que je voulais vivre. J'écris parce que je veux que tu saches que chaque jour, à chaque respiration que je prends, je pense à ce que cela a coûté. Je porte ce poids. Je le porterai pour toujours. Tu ne nous devais rien, Théa. Tu ne nous as jamais rien dû. Je suis désolé, Marcus. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai plié, remise dans l'enveloppe, et posée sur ma table de cuisine. Il voulait l'absolution. Il voulait que je réponde en disant que je comprenais. Que je le pardonnais. Que le sang était plus épais que la trahison. J'ai pensé à l'email qu'il avait envoyé à mon père, elle nous doit ça de toute façon. J'ai pensé aux années où il avait tout pris, l'attention de mes parents, leur argent, leur amour. Pendant que je faisais des doubles services et construisais une vie à partir de rien. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à écrire une réponse. Puis je me suis arrêté. Certaines choses ne méritent pas de réponse. J'ai jeté le bloc-notes et je me suis fait à dîner. Il vivrait avec mon rein en lui. Il vivrait en sachant d'où il venait. C'était suffisant. Le procès a duré 4 mois.
4 mois de témoignages, de preuves, de contre-interrogatoires. 4 mois à regarder les avocats de ma famille essayer de me dépeindre comme instable, vindicative, une fille qui ne pouvait pas accepter l'amour de ses parents. Ça n'a pas marché. Les emails étaient trop accablants, les dossiers médicaux trop clairs, le témoignage du docteur Mercé trop spécifique. Par un matin gris de mars, le verdict est tombé. Coupable, sur tous les chefs d'accusation, tous les accusés. Un mois plus tard, je suis retourné au tribunal fédéral pour le prononcer de la peine. La salle d'audience était plus pleine que lors de l'audience préliminaire. L'affaire avait fait les nouvelles nationales, réseau familial de vol d'organes exposés. Des équipes de télévision bordaient les marches à l'extérieur. Je me suis assise dans la galerie et j'ai regardé le juge lire sa déclaration préparée. Gerald Reynolds, cette cour vous condamne à 15 ans de prison fédérale. Le visage de mon père n'a pas changé. Il avait été stoïque tout au long du procès, convaincu jusqu'à la toute fin qu'il n'avait rien fait de mal. Linda Reynolds, cette cour vous condamne à 8 ans de prison fédérale. Ma mère s'est effondrée en larmes. De vraies larmes cette fois, celles qu'elle avait gardées pour quand la performance ne comptait plus. Marcus Reynolds, cette cour vous condamne à 10 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de probation surveillée. Marcus m'a regardé pour la première fois depuis le début du procès. Je ne pouvais pas lire son expression. Regret, résignation. Je m'en fichais désormais. Dr Howard Mercé, cette cour vous condamne à 12 ans de prison fédérale, avec révocation permanente de votre licence médicale. Le marteau est tombé une dernière fois. Les gardes les ont emmenés. Mon père d'abord, puis ma mère, puis mon frère. Un par un, les gens qui m'avaient élevé ont disparu par une porte latérale. Je suis resté assise sur mon siège jusqu'à ce que la salle d'audience se vide. Puis je me suis levé, je suis sorti, et j'ai senti le soleil sur mon visage pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. C'était fini. 1 an plus tard, mon appartement a plus de fenêtres, maintenant. J'ai déménagé dans un 2 pièces au dernier étage. Toujours rien d'extraordinaire, mais rempli de lumière. Des plantes bordent les rebords de fenêtres, poteaux, plantes serpents, un figuier lyre que j'ai, d'une manière ou d'une autre, gardé en vie. Un chat gris nommé Oliver dort dans le rayon de soleil près de la porte. Je suis toujours infirmière de bloc, infirmière chef maintenant. En fait, la promotion est arrivée 6 mois après le procès. Mes collègues m'ont organisé une fête dans la salle de pause, avec un gâteau qui disait « Félicitations, patronne ». Nathan a porté un toast qui m'a fait pleurer. Une fois par mois, j'assiste à un groupe de soutien pour les survivants de maltraitance familiale. Nous nous réunissons dans le sous-sol d'une église, buvons du mauvais café, et partageons des histoires qui briseraient la plupart des gens. Elles ne nous brisent pas. Ma fonction rénale est surveillée régulièrement. Le rein restant est en bonne santé, faisant le travail de 2 sans se plaindre. La cicatrice dans mon dos s'est estompée en une fine ligne argentée. Visible si vous savez où regarder, invisible si vous ne savez pas. L'ordonnance restrictive contre mes parents et Marcus est permanente. Ils n'ont pas le droit de me contacter directement ou indirectement pour le reste de leur vie. Non pas qu'ils le feraient. Mon père ne m'a pas parlé depuis son éclat au tribunal. Ma mère envoie parfois des lettres à mon ancienne adresse, retournée non ouverte. Marcus a arrêté d'écrire après que je n'ai jamais répondu. Il ne me manque pas. Cela m'a surprise au début. Je m'étais attendu au deuil, au manque, à une certaine douleur pour la famille que j'avais perdue. Mais on ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a jamais eu. Ce que j'avais, c'était un rôle dans leur histoire. La fille de rechange, le plan de secours, les pièces qu'ils pouvaient récolter au besoin. Maintenant, j'ai ma propre histoire, et elle est à moi. À personne d'autre. À moi. Je suis assise dans mon café préféré alors que je vous raconte ceci. C'est un mardi après-midi. La lumière du soleil traverse les fenêtres. Mon journal est ouvert sur la table. La première page dit toujours ce que j'ai écrit le jour où j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, mon corps, mon histoire, mes règles. Je ne vais pas prétendre que les 2 dernières années ont été faciles. Certaines nuits, je me réveille encore en cherchant une cicatrice qui n'est plus sensible. Certains jours, je vois une famille à l'épicerie et je sens quelque chose se tordre dans ma poitrine. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je ne regrette pas d'avoir appelé la police. Je ne regrette pas d'avoir témoigné.
Je ne regrette pas d'avoir regardé les gens qui m'ont élevé entrer dans des cellules de prison. Parce que voici ce que j'ai appris. Les liens du sang ne donnent à personne la propriété de votre corps. Être une famille ne signifie pas avoir droit à des morceaux de vous. Pas vos organes, pas votre temps, pas votre santé mentale. Les gens qui vous aiment ne vous droguent pas et ne vous ouvrent pas. Ils ne falsifient pas de documents. Ils ne passent pas une décennie à penser à vous comme à des pièces de rechange. Et si quelqu'un vous traite de cette façon, même s'il partage votre ADN, vous avez le droit de partir. Vous ne leur devez pas d'explication. Vous ne leur devez pas de pardon. Vous ne leur devez rien du tout. Je ferme mon journal et finis mon café. Dehors, le monde continue de bouger. Les gens passent sur le trottoir, vivant leurs propres histoires. Je suis l'une d'entre eux maintenant. Pas une victime, pas un conte moralisateur. Juste une femme qui a appris, de la manière la plus dure possible, que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour soi-même, c'est de laisser partir les gens qui vous font du mal. Si c'est là où vous en êtes, si vous êtes assis dans votre propre histoire en vous demandant si vous avez la permission de partir, laissez-moi vous dire ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise. Vous l'avez. Vous l'avez toujours eu. 3 choses avec lesquelles je veux vous laisser. Premièrement, non est une phrase complète. Vous n'avez pas à justifier pourquoi vous ne vous sacrifierez pas pour quelqu'un d'autre. Deuxièmement, documentez tout. Quand quelque chose semble faux, écrivez-le. Gardez les emails. Faites des captures d'écran des textos. Les traces écrites sauvent des vies. Troisièmement, l'amour a des limites. Le véritable amour respecte votre corps, vos choix, votre autonomie. Tout le reste n'est pas de l'amour, c'est de la possession. C'est mon histoire. Si elle vous a aidé même un peu, appuyez sur s'abonner. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partagez cette vidéo. Et si vous avez votre propre histoire, je vous écoute. Laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous venez et ce que vous traversez. Vérifiez la description pour plus de vidéos comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.